Moi, je voulais pas vendre, mais j'ai un concurrent qui a voulu me racheter, et qui est venu me voir et m'a dit, on vient de lever plus de 50 millions d'euros. Si tu veux, on te rachète. Alors, je lui ai dit, bah écoute, déjà, je suis pas à vendre. 2, c'est pas la compétition, mais je suis un peu plus gros que toi, donc c'est plutôt dans l'autre sens. Et troisièmement, t'as pas assez d'argent en fait avec la levée de fonds. Et là, il m'a dit, bah alors dans ce cas, tu vas mourir parce que nous, avec tout le cash qu'on a levé, tu pourras pas survivre. En fait, quand tu vends, tu n'es pas dans le matériel, tu es dans l'intellectuel. Tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ou le mauvais? Donc quand tu vois les chiffres, parce que t'es obligé de te connecter pour les faits qui sont là. Moi, c'était insipide. J'ai pas eu de sensation, ça m'a rien fait de les voir. Et même presque, je me suis dit, il y en a pas beaucoup. Je me suis dit, il y en a pas beaucoup par rapport à ce que je leur ai donné. On voulait créer une entreprise qui fonctionne, on y croyait au marché de la comptabilité en ligne. Mon père, il savait pas du tout manier les outils en ligne et la tech. Moi, je savais pas du tout manier les outils comptables. Donc, on a parlé des milliers d'heures pour faire cette entreprise-là qu'on a réussi à construire ensemble. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah bah c'est grâce à son père. Et j'espère qu'il y a des gens qui lui disent c'est grâce à son fils. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Et elle a contribué à cette entreprise-là, même si j'estime avoir aussi beaucoup apporté à l'édifice. Feuille blanche. Il avait dit jamais je ne vendrai ma boîte, pas pour le storytelling, mais par conviction. Quelques années plus tard, on a malgré tout le plaisir de recevoir au micro de Cash Out le fondateur de Clémentine. Solution de comptabilité en ligne rachetée par Google via Team System entre 50 et 100 millions d'euros d'après nos informations. William Boichet, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Je suis ravi de te challenger avec une super cause à mes côtés. Ségolène de Vessières, ravi de t'avoir avec moi. Bonjour, ravi d'être là. Tu es banquier privé chez Pictet. Tu le sais, un cash out ici, ça se passe toujours en musique. Donc on raconte l'histoire juste après la musique que tu as choisie pour nous parler un peu de toi. Elle fait 40 minutes, donc je vais l'accélérer. On part avec la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde. Déjà, petites applauses. Bravo, William Boichet. Je sais pas à quel moment il faut avancer. J'ai un premier mouvement. Adagio. Allegro molto. C'est ça. C'est celui-là? Tiens, la baguette du chef d'orchestre. Je veux bien que tu me le fasses à l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et préparez-vous. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais l'avantage de la musique classique, et ça nous a fait nos meilleurs passages sur Cash Out, c'est qu'on peut parler en même temps. Ah non, au contraire, moi j'adore. Et on peut s'arrêter aussi parfois. Tu le reconnais? Dvorak. Exactement. Faut savoir à quel moment parler par contre. Mais du coup, c'est le moment où tu peux nous raconter pourquoi, pendant des années, tu as martelé, et encore une fois, en y croyant profondément, non, vendre ma boîte, c'est pas mon sujet, et a priori, ça le sera pas. Ok, alors, c'est vrai, pour moi, c'était un point important. Pourquoi ? Je voulais pas vendre la boîte parce que déjà, je crois au marché. Tant qu'on croit à un marché, à sa croissance, à son accélération, pourquoi passer à un autre cheval en fait ? J'étais sur le bon cheval. Et j'en suis encore convaincu aujourd'hui, le marché de la comptabilité en ligne en France, pour moi, est un marché d'avenir. D'autant plus avec l'accélération par la facturation électronique. La réglementation en France a été retardée, mais elle arrive bel et bien. En Europe, elle est déjà installée dans plusieurs pays. On est un petit peu en retard de ce point de vue en France.
Mais ça va être donc, à mon avis, l'occasion d'une accélération phénoménale de l'activité de comptabilité en ligne. Ensuite, il y avait aussi le fait que j'étais, moi, dans un esprit entrepreneur et pas forcément financier. Donc finalement, c'était construire des étages supérieurs à la fusée plutôt que voilà, de faire un coup. J'étais pas dans cet esprit-là. Et enfin, j'étais très attaché à mes équipes. Moi, j'ai toujours dit, j'allais au bureau en courant et je rentrais en marchant. Et c'était la réalité. Parce que tu avais moins d'énergie à la fin de la journée. C'est peut-être aussi ça. Ouais, sans doute. Non, mais c'est parce que j'avais envie d'y aller. J'étais vraiment très motivé. Et j'ai toujours eu envie le matin, quand je me réveillais, d'aller tout de suite travailler. Ça a été peut-être une forme d'obsession, mais en tout cas qui était positive. J'ai vécu de manière très positive et c'est une chance parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur métier idéal. Et moi, j'ai eu vraiment une décennie de 10 ans chez Clémentine. Incroyable. Ce qui est certain, c'est que on parle souvent d'entreprendre, pas aussi par goût de la liberté. Donc si tu vas reculant, c'est vraiment d'autant plus un problème. C'est la liberté d'entreprendre, je pense. Pas libre de tout, mais une part de liberté. C'est une forme de liberté, parce qu'on se met aussi les menottes avec beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi beaucoup de liberté dans la création. En fait, c'est ça qui d'ailleurs inspire, je pense, le plus d'entrepreneurs. C'est de choisir ses équipes, choisir le produit, la manière dont on va le proposer sur le marché, l'histoire qu'on raconte aussi sur l'entreprise, le produit, toute la forme de storytelling qu'on peut avoir justement, qu'on crée. Et d'ailleurs, à mon avis, dans toutes les activités en dehors de l'entrepreneuriat, dans la vie, ce qui est le plus prolifique pour l'esprit, c'est la création. On va du coup raconter comment t'es passé de cette certitude à un passage dans Cash Out aujourd'hui, comprendre les coulisses d'un deal comme celui-ci, avec toutes les montagnes russes que ça suppose entre l'avant, le pendant et l'après le deal. Et à chaque moment, il y a des marqueurs un peu forts. C'est aussi pour ça qu'on choisit de le raconter en musique. Et si tu le veux bien, on va plonger tout de suite dans le jour J, celui du signing. Et après, on va expliquer, tu vas revenir sur ce qu'a fait la décision, ce qu'a fait le déclic. Je faisais volontairement un peu de teasing, mais on va pouvoir le partager. Le jour du signing, c'est le jour globalement où, pour un entrepreneur, t'as un avant et un après. Signing ou closing? Parce que signing, tu sais, c'est comme la promesse de vente quand tu achètes un appartement. Après, tu as l'acte de vente, c'est une deuxième date. Donc, on avait deux dates. On avait signing et le closing. L'argent, c'était le closing. Ouais. Signing, c'était on s'engageait. Mais le signing, normalement, tu es sûr quand tu as fait le signing d'avoir ton closing. Des conditions suspensives. 55 pages de conditions suspensives à réaliser entre le signing et le closing. Oh, bah attends, on va partir sur le jour du closing alors, parce qu'il y a encore un peu de stress. Ah ouais. Le jour du signing, il y avait encore du stress. Et bien le jour du closing aussi? Non, parce que le closing... Eh ben, j'avais tout bon, on prend le signing. On prend le signing et on racontera ces 2 semaines de... C'était une épreuve. Eh ben, on va la partager. Donc en musique avec Eye of the Tiger, Rocky 3. Allez, je crois que c'est le même à chaque fois, mais... Ça parlera à beaucoup d'entrepreneurs, d'autres encore plus ceux qui courent en nous écoutant. Allez... Je veux voir tout le monde avec une corde à sauter là. Ouais, c'est ça. Tic, 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 tic. Mettez ça parfois le matin. Avec le temps, je devrais la connaître par cœur, mais c'est pas encore le cas. Ah, il y en a tant que ça qui la choisissent? Ah, ça doit bien être la 7e, 8e fois. Ah ouais. Ouais, sur 100 fois 7-8 musiques, ça va. Back on the street. Elle représente bien le mode d'un entrepreneur, cette chanson. Ouais. Son titre, Eye of the Tiger, on sent la puissance, la volonté. Voilà, la volonté. Et en même temps, les coups qu'il faut esquiver, quoi. Et après, on a le film dans la tête, donc forcément, la difficulté, les hauts, les bas, comme tu disais tout à l'heure.
c'est pour ça que ça plaît, je pense, aux entrepreneurs. Bref, on est dedans. Mais on va être dedans dans ton histoire à toi, plus spécifiquement. Donc, ce jour du signing, tu te réveilles où? Tu te réveilles dans quel mood? Avec toute la charge de tout ce qui a été déjà négocié jusqu'ici, mais tu l'as un peu évoqué. Même là, il y a encore un certain nombre de choses qui vont pas être réglées. 4 mois de négociation avec trois boîtes, donc 3 entreprises qui voulaient nous racheter, un fonds et 2 industriels de la comptabilité en ligne. On rentrera dans le détail après des négos avec eux. Et le jour J du signing, j'ai dormi parce que j'avais dîné la veille chez mes parents, donc j'ai dormi chez eux. Donc tu te réveilles dans ta chambre de gosse? Ouais. Non, mais j'aime bien le projeter ça avec. Non, c'est vrai. Je me souviens très très bien de ce jour-là parce que je savais pas si on allait signer parce que on sait jamais si on va signer jusqu'au dernier moment. Il y avait beaucoup quand même de négociations, de stress, de complications. Et je descends les escaliers. Je me souviens, je tombe sur ma mère et je lui dis je vais pas signer. Je vais pas signer en fait. Mais elle me dit mais t'es fou. Alors que attends, tu dis je vais pas signer parce que tu te dis que c'est pas sûr ou parce que là toi d'un coup tu te dis en fait moi j'y vais pas. Non, c'est pas la conséquence que je viens de dire. Non, c'est vrai, il y a plein de doutes, mais non, c'est moi qui tout d'un coup reviens à la réalité et me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vends le bébé. Bon, j'ai fait un long chemin depuis cette réflexion, mais sur le moment, c'est ce que j'ai pensé. Et là, ma mère, alors qu'elle est très prudente, que c'est l'inverse de moi qui suis un petit peu fougueux, ah non, elle m'a dit c'est une opportunité pour toi exceptionnelle. Elle est pas du tout entrepreneur pourtant, mais elle avait suivi toute l'aventure. Elle se projette un peu. Je suis même pas sûr qu'elle avait les chiffres. Elle avait pas les chiffres quand. Elle savait qu'il y avait la vente, mais elle savait pas de quoi en parler. Et elle m'a dit non, il faut que tu avances et ce sera des nouvelles étapes, nouveaux chapitres pour toi. Je suis parti au bureau avec cette idée-là. Et puis quand je suis arrivé, j'ai dit à Maximilien, qui était mon directeur commercial et aussi mon associé, il est meilleur ami d'enfance au passage. Je lui ai dit. Maman a dit ça. Je lui ai dit, je vais répéter. Je lui ai dit, tu sais, j'ai peut-être pas signé là tout à l'heure. En fait, j'ai réfléchi. Et il m'a dit, mais t'es fou. Alors lui, c'est un petit peu plus, il était plus dynamique dans sa rhétorique pour me convaincre de signer. Puis après, je me suis dit, ils ont raison. En fait, c'est les gens de confiance que j'aime qui me disent ça, et je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et donc, j'ai signé. Ségolène, je te vois. Oui, je me demandais, c'était quand même une aventure entrepreneuriale, mais qui était aussi familiale. Oui. Ton père a participé au départ à la création de cette société. Dans quel état d'esprit lui était? Est-ce que vous aviez pris la décision ensemble? Oui, on a pris la décision ensemble. Alors, c'est une très bonne question. Mon père, donc, on a créé la première société du groupe, parce qu'on a cédé un périmètre de 9 sociétés. Et la première société du groupe Clémentine, donc j'étais associé avec lui. Il avait un bon morceau d'ailleurs. Et on a toujours pris les décisions ensemble, même si en fait il s'est souvent mis en retrait parce qu'il m'a laissé diriger l'entreprise, créer les équipes, et il n'était pas dans le produit, ni dans la tech, ni dans l'opérationnel de la boîte. Voilà. Mais il a toujours été informé de tout, et c'est un peu aussi lui qui a généré cette vente parce que on a eu une fois un concurrent qui nous avait fait une offre et que j'avais rapporté donc à mon père parce qu'il était associé et à Maximilien. Et c'est ça qui a ensuite déclenché l'envie de passer à autre chose. Et lui, il était dans un esprit de passer la main et il me disait, il y a 2 solutions. Soit tu me rachètes mes parts, soit tu trouves un acheteur. Donc on est parti au début dans l'idée de remplacer les parts de mon père par un fonds, mais c'est vite transformé en... On va raconter. Donc, on est toujours ce jour-là, celui du signing. T'as parlé à ta mère, elle te dit non, mais ça déconne pas. T'en parles à ton associé qui te dit te fous pas de nous. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Et là, donc, la journée se prolonge et il y a un rendez-vous qui est fixé. Le rendez-vous à 18h. Ouais. Donc, la journée est longue quand même. Non, franchement, ça passe trop vite parce que moi j'avais trop de travail, j'étais en retard sur ce que je faisais vu que l'audit me mettait dans le jus partout. Donc j'étais surchargé, j'avais des réunions dans tous les sens, aucun moment pour penser à ça. Et à 18h-5, il faut se connecter, on repense à ça. Mais je vais pas te dire que j'allais pas signer parce qu'à 18h,
on se moque pas du monde, on n'annule pas la session. Ça fait le ou la mariée qui se barre sur l'autel. Voilà, et il y a plus de sujet. Ouais. Puis de toute façon, c'est un bout de papier, on se rend pas compte de la conséquence. Donc surtout en ligne, hein, c'est YouSign, DocuSign, électronique. Alors il y avait des un coup et tous les sens. C'était vraiment beaucoup de documents à signer. Et d'ailleurs, il y a une histoire très très drôle à raconter là-dessus, une sacrée histoire, parce que j'avais associé des développeurs et une partie de mon management dans la boîte. Et il y en a qui sont pas dispo. Gagné. Un truc de raconte parce que tout le monde se projette pas et ça peut te mettre en l'air un deal. Histoire, mais tu as halluciné. On avait prévenu quand même qu'il fallait signer. On avait prévenu tous les collègues. On avait, je sais pas, une quinzaine de personnes, un peu plus, qui devaient signer. Et donc, c'était Maximilien, mon bras droit, qui était chargé de récolter les signatures. Tout le monde, on n'était pas tous au même endroit. Il y avait des gens en télétravail, des gens au bureau à Paris, des gens au bureau à Nancy. Donc voilà, il fallait coordonner tout le monde. Et comme j'étais dans plein de réunions, j'avais dit, coupe-toi de ça. Et il s'en était occupé sans problème. Sauf qu'on arrive à 18h. Et donc, les minoritaires devaient tous signer avant 18h. Et les 3 principaux actionnaires, donc Maximilien, mon père et moi, à partir de 18h, parce qu'en face, ils signaient aussi à ce moment-là. Et à 18h, donc Maximilien arrive dans mon bureau, je lui dis bon, tout le monde a signé. Il me dit non, il en manque 3. Je lui dis pourquoi? Il me dit il y en a 2, ils sont en train de relire. Alors je lui dis attends, ils relisent, mais il y a 500 pages en anglais où même moi je comprends pas tous les termes, c'est les avocats qui ont tout écrit, c'est très compliqué, ils veulent se mettre en lien et tout. Je dis non, ils relisent tout. Ok, bon, j'espère qu'ils vont bientôt finir, ils sont à la page combien? Et le 3e, il me dit ne réponds pas. Je dis, c'est un problème, parce qu'il est à Bordeaux, comment on va faire? Parce qu'il était en télétravail, un développeur. Bon. On arrive à 20h, les 2 signent, les 2 qui avaient fini de lire signent. Et attends, pardon, je reste sur ces 2-là, ils ont tout lu. Évidemment. Je sais pas, mais ils ont prétendu avoir tout lu. Ok. Bon, en tout cas, mais là, il n'y a pas un sujet sur lequel ils ont des questions que tu es obligé d'expliquer, en n'ayant peut-être d'ailleurs pas complètement toutes les... Si, c'est vrai, il y a eu quelques questions, quand même. Pas que de eux deux, d'ailleurs, il y en a qui n'avaient pas dit qu'ils avaient lu, mais ils avaient quand même des questions, donc ChatGPT a bien fait le travail. Mais on a eu des questions et Maximilien y a répondu. Moi, j'étais pas dans la boucle des questions. Non, mais ça te rajoute un peu de stress. Donc 20h, donc 2 heures après l'heure dite, tout le monde n'a pas encore signé. Alors, les deux premiers finissent par le faire, il en reste un. Voilà. 20h, donc je signe, tout le monde signe, les Italiens signent, et il manque une signature. Et alors, pour la petite histoire, parce que dans les 55 pages de conditions suspensives, si on ne signait pas ce jour-là avant minuit, le deal était cassé pour 2 raisons. La première, c'était que leur taux de financement de l'opération changeait, parce qu'ils avaient une ligne de crédit qui devait être faite avant le 31 juillet, c'était la date finale, et nous, on était au 23, quelque chose comme ça. Donc, on ne pouvait pas décaler le signing d'un jour, d'une minute. Parce qu'il fallait qu'ils envoient avant le 23 minuit les documents à je ne sais qui, leur fonds. Et puis, il y avait une deuxième raison, il fallait absolument aussi qu'ils signent avant, parce que oui, ils avaient demandé au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables de voter à l'unanimité la faisabilité de l'opération. Et il y avait un vote dans ces 7 jours-là, donc on ne pouvait plus le décaler. Après, c'était mois d'août, et c'était repoussé à septembre, donc les taux changeaient, comme on est dans un environnement de taux qui change beaucoup. Donc c'était très, très, très tendu. T'as le deal d'une vie qui repose. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère bien. Ça, j'aime de ma beaucoup. Vie jusqu'à aujourd'hui. Non, voilà. Mais pour beaucoup, c'est le deal d'une vie et je te souhaite, et puis t'es encore jeune. Non, mais c'est le deal d'une vie, peut-être. Tu as raison. Encore. On me l'a répété déjà plusieurs fois. Mais tout ça pour dire que tout va dépendre de la signature d'un minoritaire. Alors, je t'explique. Ce développeur, il répond pas à 20h. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe. Il bossait en plus la journée, hein. Mais bon, je sais pas, Maximilien, il avait envoyé des Slack, enfin des messages dans un message. On peut citer des marques, hein, voilà. Et il avait été un peu négligent, je pense, dans les relances quand même au cours de la journée, parce que lui aussi travaillait un petit peu. Et donc, comme on avait totalement confiance en nos équipes et qu'on les avait prévenus depuis plusieurs jours, on n'avait pas de doute que tout le monde allait signer, parce que chacun prenait un petit chèque. Donc, a priori, c'était intéressant, surtout pour celui-là. Et 21h, on commence vraiment à suer. Mais physiquement, hein.
les chemises en nage, ça commence. Et les Italiens et les avocats, ils relancent, ils disent mais pourquoi il signe pas? Il veut pas signer ou quoi que ce soit. On lui dit si, il veut signer, mais on n'arrive pas à le joindre. Est-ce qu'il est au courant d'un problème dans l'IP? Peut-être, non mais. Et je me souviens, il était 21h, j'ai une charmante collaboratrice qui allait nous chercher un petit truc à manger, elle arrive et j'étais dans le bureau avec Maximilien, on était en visio, il y avait tout le monde au téléphone et tout, c'était très tendu, il comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à le faire signer, et je vois Maximilien se lève pour prendre le plateau repas, et il était mais tellement en transpiration, sa chemise, je me souviens, je me suis dit waouh, ouais c'est vrai que c'est tendu en fait, et moi aussi je m'étais pas rendu compte, totalement mouillé de la chemise. Mais là tu te fais des strates pour aller chercher le mec chez ses parents, chez sa nana, son la mec. Mesure à 21h, vraiment on est des amateurs, hein, parce que maintenant quand j'y repense, on prend la mesure du problème à 21h, resté 3 heures. Et donc Maximilien, il me dit je prends la voiture, je pars à Bordeaux. Je lui dis attends, c'est physiquement pas possible. Je sais pas ce qu'il fait. Je lui dis mais tu peux pas, ça sert à rien, t'arriveras à 3h du matin et c'est fini. Il me dit comment on fait? Et je lui dis appelle la RH et demande-lui, parce que comme on avait du monde embarqué, on était plus de 250 dans la boîte, j'ai dit on a un numéro d'urgence pour chaque collaborateur et tu demandes le numéro d'urgence. Bon, on appelle, on prend le numéro d'urgence, on tombe sur quelqu'un. Et cette fille, c'était sa copine. Donc on lui dit ça tombe bien que tu décroches, parce que là, je sais pas si t'es au courant, mais on a quelque chose à faire avec ton copain, et il nous répond pas. Elle me dit bah non, moi je suis séparé depuis 6 mois avec lui. Oh putain, donc pas possible. Un truc de dingue. Alors on lui dit mais est-ce que t'as le numéro de sa mère ou de son père ou quelqu'un qui puisse être en contact encore avec lui peut-être? Elle dit oui, j'ai le numéro de sa mère, je vous l'envoie. Donc on contacte sa mère, et sa mère, elle nous dit c'est moi qui la contacte, donc je l'appelle. Et elle me dit non, mais en fait, il se couche toujours très tôt. Et donc, parce qu'il a un rythme un peu particulier. Et je découvre ça. Pourtant, ça fait 3-4 ans que je travaille avec lui. Je savais pas qu'il se couchait tôt. Et elle me dit non, mais il doit dormir. Mais je lui dis mais vous êtes au courant qu'il doit signer quelque chose? Elle me dit non, il m'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il doit signer? Alors, je me dis je vais pas lui expliquer. Je raccroche. On lui dit bon, à plus tard, madame, on vous tiendra au courant. Et mais on lui dit il est bien chez lui et tout, il a envie. Elle me dit je pense, hier j'ai eu au téléphone, je sais plus ce qu'elle me raconte, peut-être dans la journée elle avait eu au téléphone, tout était bon, il était là, mais il devait dormir selon elle. Je raccroche, on se regarde avec Maximilien, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus qu'une seule solution. T'appelles les pompiers, tu dis il y a le feu chez lui. Tu l'as déjà entendu? Non. Mais c'est ça qu'on a fait. Mais putain, mais comment tu le sais? Ah mais j'aurais fait ça. On a fait ça. J'aurais fait ça. Voilà, et c'est comme ça qu'il a signé. Il m'appelle, il me dit... il y a le feu, tu comprends? Non, il me dit désolé, j'avais oublié, c'est vrai. Je signe, c'est fait. 23h. Un choc, vraiment. On va une histoire de dingue. On va se faire défoncer, je pense, dans des commentaires. Parce qu'on fait pas ça avec les pompiers. Et ils ont été charmants, ces pompiers, parce que ils n'ont rien dit. On leur a pas tout expliqué, mais ils n'ont rien dit. Ils ont bien vu qu'il n'y avait pas le feu. Bon, c'était une fausse alerte, mais tu feras un don pour les pompiers au prochain calendrier. On dit pas à qui on donne l'argent, mais on l'a fait. Ouais. Voilà. Non, mais histoire de ouf. Et tu me dis que tu m'as fait long story short. J'ai fait short. Ah, c'était une histoire, mais je peux te raconter en 1 heure l'histoire. C'était une histoire de dingue. Mais je t'ai enlevé 50 détails. C'était horrible. Et heureusement, il a signé. Je pense que s'il avait pas signé, il ne rigolait pas du tout, les Italiens. Vous auriez pas refait le deal. Il ne pouvait plus faire le deal. Non, mais il voulait, mais il ne pouvait plus. Parce que les taux c'était des taux très élevés. Ils ont payé au prix cher, le taux, leur financement. Ils faisaient une émission obligataire de 600 millions d'euros pour financer plusieurs acquisitions en même temps, dont la nôtre. Et ils ne pouvaient pas changer cette émission. Après, ils ne nous ont pas tout expliqué le détail, mais il y avait aussi cette histoire avec l'ordre des experts comptables. Donc bon, je suis content qu'il ait signé. À quelle heure? Je te dirais une bêtise, mais c'était très très tard. C'était genre 23h. 23h quelque chose. Ouais, 23h passées. Mais c'est une histoire de malade mental. Ouais, et même tous les développeurs, ses collègues, ils l'avaient appelé. Le CTO, je me souviens, Jérôme, il a essayé de l'appeler, mais personne n'arrivait à l'avoir. Une histoire de malade. Et on en a eu plein d'histoires comme ça pendant le signing, le closing. Mais
la vraie valeur de ce format, c'est pas de savoir combien t'as vendu, mais c'est de comprendre dans tous ces petits détails ce qui peut arriver au cours d'un deal, avant, encore une fois, pendant et après, parce que les conneries ou en fait les choses que t'as pas prévues peuvent t'arriver, et le fait de t'entendre toi le faire, je peux te jurer que tout le monde aura les coordonnées de toute la famille, de tous les proches et des voisins, de tous les gens qui ont une signature à poser sur un document. Je vais te dire quelque chose puisque tu m'en demandes plus. Tu sais, il y a eu le closing une semaine après. Le closing s'est très bien passé. On pourra y revenir aussi, mais c'est très bien passé par rapport au signing. Et on avait, comme c'était le mois 31 juillet, c'était le moment de partir en vacances, tous les banquiers, les avocats, tout le monde partait le lendemain, ils étaient pressés, d'ailleurs ils avaient peur que ça se fasse pas. Mais quand ça s'est fait, tout le monde est parti, tout le monde a coupé du jour au lendemain. On avait tous les jours 19 réunions en visio, mais du jour au lendemain, plus rien. Donc on a dit, on fera le dîner de closing pour marquer le coup en septembre. Donc tout le monde part en vacances, en septembre on revient. Et puis j'arrive au dîner de closing, il y avait beaucoup de monde, une très grosse table, on était une trentaine. Il y a quelqu'un qui vient me voir, que j'avais jamais vu. Et il me dit, tu me reconnais non, là je vois pas. Il me dit, tu sais, dans les visios, dans les visios on était 15 à chaque fois, en anglais et tout. Oui, bon. Il me dit, c'est grâce à moi qu'on est tous là ce soir. Je lui dis, alors, dis-moi qui es-tu? Et il me dit, j'ai compté hier soir avant de venir au dîner de closing. Je t'ai envoyé 17 mails avant que tu me répondes la première fois pour qu'on se fasse une vidéo sur ce qui allait devenir ce qui allait être la session. Et c'est vrai que j'ai recompté derrière. Il m'en avait envoyé 18, le 18e que j'ai répondu. Et il a initié ce processus parce que j'étais pas du tout vendeur. Et ça rebondit sur ce que tu m'as dit au début. Moi, c'était jamais. Et j'étais pas du tout ouvert. J'ai eu beaucoup de fonds qui nous ont écrit sur LinkedIn, par mail, etc. pendant des années. Je répondais jamais. Et c'est un hasard de la vie qui a fait que je lui ai dit OK, parce qu'il m'avait proposé un horaire demain 15h30. Je lui ai dit OK. J'étais pas sûr de me connecter. Ça tient à rien. On a fait cette visio. Ségolène. On comprend que tu as eu un vrai ascenseur émotionnel le jour de la signature. Mais il y a aussi tes collaborateurs qui ont dû avoir un vrai ascenseur émotionnel. Comment est-ce que tu les as prévenus? Quand est-ce que tu les as prévenus déjà? Et quand est-ce qu'ils ont appris que finalement tu ne restais pas et que tu avais vendu la totalité de l'entreprise? Je veux bien qu'on réponde rapidement à cette question pour qu'ensuite, un peu plus tard, tu nous racontes l'annonce. L'annonce aux collaborateurs. Alors, je veux bien qu'on se réserve ça, parce que je sais que c'est un moment... L'annonce aux associés ou aux collaborateurs? Aux collaborateurs, aux associés. En fait, toute la phase, on va bientôt y arriver. Hein. Mais je veux bien juste qu'on finisse sur cette journée, sinon on va plus rien comprendre aux musiques. La chronologie. Mais si on finit cette journée, et notamment le closing dont tu disais que c'est bien passé, entre les deux, et peut-être on peut rester là-dessus. Entre les deux, comment ça s'est passé? Tu parlais de toutes les garanties, c'est ça hein? Tu sais, je vais te dire, moi, c'est mon premier gros deal, puisque j'avais quand même fait plusieurs opérations déjà avant Clémentine, et pendant Clémentine, mais c'est vraiment un très gros deal pour moi. Et donc, on y pense tous les matins en se réveillant pendant cette semaine. Et on se demande si on a fait le bon choix. On se dit qu'est-ce qu'on va faire après, parce que j'avais pas d'autres projets non plus. Et j'avais pas mon accompagnement était très léger. Ils m'ont demandé un accompagnement d'1 an, mais très léger. C'est vraiment mon associé principal qui reprenait la main de la boîte. Bon, on n'y croit pas, en fait. C'est un peu un rêve, je vais te dire, ou un cauchemar, mais on n'y croit pas vraiment et c'est dur de le réaliser. Et même, je vais encore plus loin, réaliser ce qui s'est passé, ça prend des mois. Ouais. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on vous prend jamais trop à chaud, c'est rare. Ouais. Si on reste sur les sujets justement, ce à quoi tenait en fait le deal entre le signing, le closing, t'as dit, tu l'as évoqué tout à l'heure à Ségolène, il y avait plein de critères à respecter, etc. De quoi on parle? Et en fait, en quoi effectivement ça aurait pu basculer? Alors moi, je suis soumis à des clauses de confidentialité. Dans le deal, c'était pas des clauses qui rigolaient, c'était du très sérieux. Mais c'était principalement remplir des conditions dans la tech. Il fallait que notre tech soit la nôtre, par exemple. Tu vois, c'était maîtriser l'IP, propriété, maîtriser l'IP. Il y avait aussi tous les, il y a toujours des sujets de boîtes. Donc, par exemple.
qu'il n'y ait pas de problème avec des salariés, que tout le monde accepte de signer la loi Hamon, qu'il y avait plein de conditions de ce type-là. Il fallait avoir aussi des autorisations, il fallait qu'on ait payé certains fournisseurs en retard. Par exemple, si on avait un litige avec un fournisseur pour lequel on n'était pas d'accord, il fallait le solder avant. Plein de petits trucs. Ah oui, il fallait aussi rembourser. On avait eu un prêt de la BPI, il fallait rembourser des choses financières. Mais beaucoup de conditions, je me souviens même pas de toutes, je pourrais pas te les citer. Alors souvent, il y en a qui sont du coup validés avant même le signing, où il faut quand même remplir ces cases. Là, ils se sont mis, ok, on signe, mais par contre... J'avais déjà anticipé sur beaucoup, mais elles étaient toujours dans le marbre, écrites, parce que eux, ils ont pas la main sur la boîte, et ils ne savent pas ce que tu as fait. Donc les comptes bancaires, par exemple, on n'avait aucun compte bancaire dans le rouge, mais il fallait que les comptes soient tous à zéro, ils voulaient qu'on ferme des comptes, etc. Enfin... On a négocié beaucoup de points, mais c'est resté à la fin beaucoup de conditions quand même, j'ai trouvé. Et donc, ce jour du closing, alors là, vous êtes tous ensemble, et en fait, à un moment, tu scrolles sur ton app bancaire et tu vois les chiffres. Alors ça, on m'a aussi posé beaucoup de fois la question. Je vais te dire, et je vais décomplexer tout le monde sur ça. J'avais le fantasme, comme quand on va la première fois à New York, on se croit dans un film. Comme l'entrée en bourse où tu fais la cloche et en fait c'est Hollywood. J'ai pas fait, j'aimerais bien voir la sensation, mais c'est un peu Hollywood, hein. Et puis on te demande d'appuyer sur un bouton et en fait il se passe pas rien. La musique, les confettis. C'est ça. Écoute, tu vois l'argent arriver, c'est comme quand tu vends ton premier appartement ou ta première voiture. Franchement, moi j'ai trouvé que ça faisait pas beaucoup de zéros sur le compte, c'était assez petit et je me suis demandé si l'argent existait. Voilà, c'est ça que j'ai pensé. Mais ce qui était sûr, c'est que j'étais plus chez moi le jour-là. Et donc, non, franchement, je vais jamais te dire que l'argent, ça fait pas quelque chose, évidemment, parce qu'on est des humains, on est soumis à la matière, à la gravité, mais en fait... mais c'est qu'une infime partie de tous les sujets qui te traversent à ce moment-là. Parce que, en fait, quand tu vends, tu n'es pas dans le matériel, tu es dans l'intellectuel. Et l'intellectuel... on parlait d'émotion tout à l'heure. Ta relation de confiance... presque spirituelle. C'est tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix, le bien, pour moi et les gens qui m'entourent, ou le mauvais? Et c'est en fait ça qui t'occupe. Donc quand tu vois les chiffres, parce que tu es obligé de te connecter pour vérifier qu'ils sont là, tu vérifies qu'il y a quand même l'argent qui est tombé. Moi, c'était insipide. J'ai pas eu de sensation. Ça m'a rien fait de les voir. Et même presque, je me suis dit, il y en a pas beaucoup. Je me suis dit, il y en a pas beaucoup par rapport à ce que je leur ai donné. Mais c'était pas un rapport de valeur, d'argent. C'était un rapport de fierté de moi, ce que je leur donnais. C'est vraiment, je suis fier. Je sais ce que je leur ai vendu. C'est une bonne entreprise, des bonnes équipes, des bons clients, quelque chose de solide. Et je sais que c'est difficile à construire. Donc c'est comme quand tu trouves je sais pas, j'ai jamais trouvé, mais un trésor, et que après faut le donner. Là, il y a l'histoire de la chouette d'or là qui se relance. Ouais, l'hibou doré ou d'or, j'en ai entendu parler. Ils l'ont pas trouvé. Ils en ont trouvé. Ils en font une deuxième. Ah, ils en font une deuxième. Ok. Ça a bien marché. Je propose qu'on accélère. Comme ça, on va pouvoir répondre notamment à la question de Ségolène. On en a au moins 100 autres. Peut-être on va revenir très rapidement sur les débuts de la boîte. On va faire très rapide. C'est passionnant les débuts. Mais c'est passionnant, mais on a même d'autres formats. On pourrait te recevoir pour parler vraiment de toute l'épopée, ce que vous avez cranté, etc. Là, on va le faire, mais surtout pour comprendre. Effectivement, que tu vends pas ta boîte en un claquement de doigts, tu l'as dit, c'était énormément de travail. Donc, on va quand même passer par cette étape-là pour voir d'où t'es parti, sur quoi, avec quel projet, quelle ambition. Et ça, on va le raconter avec Gladiator, Now We Are Free. Et je me demande si c'est pas sur cette musique, encore dans Cash Out, que j'ai pleuré pour la première fois au micro Feuille Blanche, avec Tim Sommet qui racontait qu'il avait vendu par dépit. Et là, il refaisait toute l'histoire sur cette musique, si je dis pas de bêtises, et il nous a embarqués. Petite pensée pour lui d'ailleurs. Et là, tu peux nous raconter les débuts, la vision, l'ambition. Tu pars à la conquête. J'avais envie de faire une entreprise ambitieuse, ça c'est sûr. J'ai toujours cru que ça serait possible avec la comptabilité en ligne, même si on était un marché un petit peu en retard, parce qu'il y avait déjà les banques en ligne, B2C, les assureurs en ligne, mais il n'y avait pas vraiment d'experts comptables en ligne. Donc on s'est dit, on va rentrer dans l'arène et on va se lancer dans la comptabilité en ligne.
Et comme mon père était expert C'est comptable, du sang, de la sueur, des larmes, mais comme dans il n'y l'arène. a pas eu de sang, mais il y a eu de la sueur et des larmes, ouais. Il y a eu beaucoup même. C'était une belle histoire parce que c'était une histoire entre un père et un fils qui avaient la même vision, mais avec deux fenêtres différentes. On voulait créer une entreprise qui fonctionne, on y croyait au marché de la comptabilité en ligne. Mon père, il savait pas du tout manier les outils en ligne et la tech. Et moi, je savais pas du tout manier les outils comptables. Donc, on a parlé des milliers d'heures, peut-être plus que des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures peut-être, pour faire cette entreprise-là qu'on a réussi à construire ensemble. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah c'est grâce à son père ». Et moi, je suis très fier d'avoir fait l'entreprise avec mon père qui m'a aidé. J'espère qu'il y a des gens qui lui disent c'est grâce à son fils. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Il a contribué à cette entreprise-là, même si j'estime avoir aussi beaucoup apporté à l'édifice. Ça marche dans les deux sens. Je vais te poser une question maintenant. Alors, du coup, Ségolène va me gronder parce que je respecte pas du tout ce qu'on s'était dit sur les grands cadrages, mais j'ai vraiment peur de l'oublier. On avait reçu Julie Davy-Copin d'Ombrea à ce micro, qui avait monté la boîte avec son père aussi, qui avait vendu à Total Energy. Et j'ai posé la question presque toute bête de en quoi la vente a changé, la création, le développement, puis la vente a changé quelque chose à la relation. Est-ce que ça vous a rapproché ou est-ce que, en fait, un peu comme tes associés qui peuvent être tes meilleurs copains quand tu lances un moment au quotidien, alors même si c'est ta famille, tu fais les Noëls peut-être ensemble, t'as plus envie de te faire tous les week-ends non plus ensemble, etc. Et que du coup, au moment où tu vends, mais c'est peut-être, en fait, chaque histoire est différente et c'est ce qui est intéressant, au moment où tu vends, tu peux te reconcentrer sur le seul lien de filiation. Au tout début de l'aventure, c'est vrai qu'on faisait tous les week-ends, toutes les soirées, toutes les journées ensemble. Donc on a eu ce moment, pas fusionnel, mais très proche, très fort, et qui nous a, je crois, créé une relation particulière. C'est une chance. J'aimerais que plus de gens aient la chance de travailler avec leurs parents parce que c'est une très belle histoire quand ça se termine bien. Et donc, on a été proches. Après, lui, je pense qu'il dirait que je suis très dur. Parce que j'ai pas été tendre avec lui pour autant. Je lui ai tout le temps demandé des objectifs élevés et des délais impossibles. Mais il a toujours essayé et ça me plaisait, ça. Et ensuite, on a vendu. Et quand on a vendu, on est resté très proche. Je crois même qu'on s'est rapproché en fait encore plus. C'est fou. Mais dans un autre esprit. Ouais. C'est vrai, mais dans un autre esprit, lui n'est plus du tout aux affaires. Il ne veut plus. Alors que moi, j'ai envie d'accélérer. Donc, il s'est mis dans les coulisses de l'arène ou sur les tribunes. Et moi, j'ai sorti un deuxième glaive pour y aller encore plus fort. Je sais pas, tu vois, pour filer la métaphore. D'ailleurs, c'est drôle, cette chanson me fait penser que mes concurrents m'appelaient le gladiateur de la French Tech. Ah ouais? Ouais. Parce que je levais pas de fonds et que eux avaient levé. Donc j'étais comme le gladiateur au milieu des généraux qui avaient leurs armées qui avaient levé des fonds, qui avaient levé des légions. En vrai, t'es stock, avec si on te met une armure, c'est impressionnant, pour ceux qui nous ont à l'image. Ta question, t'as le droit de pas me répondre, mais t'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur, entrepreneuse aussi. Ok. Et quand vous étiez à table, en famille, entre parce que t'as deux associés dans l'histoire, peut-être des fois vous parlez aussi entre vous de vos sujets. Enfin, ça crée des je sais pas, ça crée des discussions particulières à table. Vous avez pas dû épargner vos parents, en fait, deux enfants entrepreneurs, ils ont dû être stressés. Géraldine était très concernée par Clémentine. Elle était au fait aussi de ce qui s'y passait, mais pourtant j'avais proposé de nous rejoindre à plusieurs reprises. Elle avait beaucoup de compétences marketing, elle aurait pu, mais elle était passionnée par son projet qu'elle menait, un site internet. T'as peut-être pas envie de rejoindre papa et frérot. Voilà, faire ta vie à toi. Je pense que c'est ça, elle me l'a pas dit, mais je pense qu'elle voulait être libre et être avec le père et le frère, ça faisait trop pour elle. Donc non, elle faisait son propre sillon. Donc on est sur les débuts de la boîte. Vous arrivez avec ce projet de créer des solutions et de l'accompagnement comptable en ligne. Mm-hmm. Beaucoup d'entrepreneurs ont cette petite phrase du « ça commence à prendre ».
à plein de moments de la vie qui sont... et il y a le moment où tu dis là, quand même, là, je crois qu'on l'a, tu vois. Je vais te raconter ce jour-là, m'en souviens. Ouais. Mais juste avant, il y a des marches. Et c'est vrai que une entreprise, ça se construit pierre par pierre. On peut pas aller plus vite. J'ai toujours dit, moi, je crois au long terme. Et la meilleure stratégie, c'est celle du long terme. Évidemment, il y a des exceptions. Mais la stratégie qui fonctionne dans les relations humaines, c'est la même chose que dans les entreprises, c'est que le long terme. Ou alors on peut prendre des shortcuts, mais c'est sans filet. Au risque, ouais. Donc, nous, on a choisi le long terme, quoique 10 ans, c'est pas si long en y repensant. Mais c'est un cycle. C'est un cycle. Ouais. Et le long terme, ça nous a bien réussi. Donc moi, je conseille toujours aux entrepreneurs, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent des conseils sur la création de l'entreprise, mais il faut raisonner avec l'ambition qu'on veut porter et le temps. C'est rapporté au temps, l'ambition. On ne peut pas aller à tel niveau si on ne se donne pas le temps. Donc, il faut du temps pour construire. Pourtant, tu as plein de messages sur YouTube qui te disent qu'en travaillant 2 heures par jour, tu peux devenir milliardaire. Oui, à côté de la piscine en plus. Oui, c'est ça. Donc, ceux-là, peut-être qu'ils ont une autre méthode que moi. Ils vendent des formations. Peut-être qu'ils ont trouvé la chouette d'or. Mais moi, je l'ai pas cherché, je l'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé une autre méthode, par contre, qui fonctionne. C'est d'aller tous les jours au travail, de créer des relations de confiance avec ses clients, avec ses fournisseurs. D'ailleurs, j'ai gardé tous les fournisseurs que j'avais au départ, qui étaient très contents parce que j'en ai... j'ose pas dire enrichi, mais j'ai vraiment développé des entreprises. Il y a des boîtes qui ont beaucoup grandi grâce à moi. Et entre guillemets, grâce à mon équipe. Et bien sûr, avec ses équipes, parce que la confiance, c'est la seule chose qui existe en fait entre nous. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que tu crois en mon histoire et parce que je crois en ton podcast et en sa qualité. Et en sa qualité. Et je crois bien sûr aussi à la qualité de la maison de Ségolène Pictet. Donc aujourd'hui, je suis convaincu qu'on ne construit rien dans le court terme de solide. Ou de solide ou de beau. Voilà. Et ça peut être beau et solide. Alors là, quand c'est beau et solide, on est proche de la vérité. Hein. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est ce moment, tu vois, parce qu'on est obligé d'accélérer un peu les étapes, là, et pour le coup, de les brûler. Alors, ce moment. Dans la narration. Alors, je te le raconte parce que alors là, tu vas te poiler. Je me souviens donc, on avait choisi de refondre notre technologie. Donc un jour, je dis à mes équipes, on est arrivé au bout de notre app, il faut la refaire dans une nouvelle technologie, il faut que ça soit plus solide, là il y a trop de bugs, ça va pas assez vite, il faut que ça charge plus vite les pages, etc. Dans les applications de comptabilité d'ailleurs, une petite parenthèse, ce qui a freiné beaucoup notre métier, c'est que, donc en ligne, c'est que il y a beaucoup de données à télécharger sur chaque page et ça faisait des chargements très lents. Donc les logiciels classiques traditionnels n'allaient pas dans le cloud parce que les serveurs étaient pas assez puissants. AWS était qu'au début et donc il y avait pas vraiment même OVH ne proposait pas de solution assez puissante pour télécharger beaucoup de données, parfois des milliers de données sur une même page en une fraction de seconde. Et donc toutes les apps, les métiers qui travaillaient avec la data étaient plutôt sur serveur local plutôt que dans le cloud. Donc c'est ce qui a aussi permis à Clémentine d'arriver plus tard sur le marché et de fonctionner quand même. Nous, on a créé Clémentine en 2012. Donc, nous, on avait ce problème-là. Ça chargeait lentement et ça me mortifiait, ça me faisait dresser les cheveux sur la tête à chaque fois que je voyais que c'était lent ou qu'il y avait des problèmes de chargement ou des bugs. Parce que parfois, ça buguait même tellement c'était lent. Donc, j'ai dit à mes développeurs, à Jérôme, le CTO, il faut tout redévelopper avec une nouvelle tech, il faut refaire la database et on va faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Ils étaient très valeureux, donc ils se sont lancés dans cette aventure, sauf que on avait mal recetté le produit, on avait mal testé l'application, et puis on est arrivé à un produit qui était pas de bonne qualité. Et en fait, on a mis en prod cette application qui était moins bien que la première. Ça nous a coûté très cher. On a perdu des centaines de clients, et pourtant j'en avais que quelques centaines, donc on a failli repartir à zéro. J'avais promis aux développeurs que je me raserais pas la barbe jusqu'à ce qu'il la sorte, donc j'ai eu une barbe de terroriste, si j'ose dire, une énorme barbe, tu vois, très longue, la barbe de Merlin l'Enchanteur. Et puis un jour je l'ai rasée parce qu'ils ont mis en prod, mais avec tous ces bugs, on n'avait pas assez testé. Donc là, tu perds un cinquième, un quart de tes clients. Non, j'ai perdu presque la moitié.
Ah ouais. Et c'est pas ce jour-là que je me suis dit que ça allait fonctionner. Oui, je me suis... La décision de la session, elle est arrivée un peu plus tard. Non, ce jour-là, donc on avait perdu aussi la moitié de l'équipe. Il y a eu beaucoup de démissions parce que du coup, mauvaise réputation en ligne. Ouais. Les réputations qui se Là, t'as dégradent. le SAV qui saute. Et ouais, le SAV qui saute. Donc, les gens sont insultés. C'est vicieux. Et je parle aux entrepreneurs qui ont connu ça. Quand tu rentres dans un cercle vicieux, finalement, t'as beaucoup de choses qui te tombent en même temps. Et parfois, ça reste les meilleurs moments parce qu'on s'est serré les coudes et que j'ai eu des équipes qui sont là relevées. Et... Ceux qui sont restés ont créé le noyau dur de ce qui est devenu la success story de Clémentine ensuite. Et je leur ai donné des parts à la sortie de ce tunnel. Donc, enfin, on a eu donc cette aventure très difficile. Mais lorsqu'on est sorti du tunnel, 6 mois plus tard, donc on était fin d'année 2019. Et là, l'application, après la pluie, le beau temps, fusée. Donc ça chargeait très vite. Les pages étaient 100% débuggées, aucun bug. On avait une application incroyable. Et fin 2019, mes concurrents d'aujourd'hui n'étaient pas au niveau. Donc j'avais la meilleure application de France, la plus rapide et la plus performante, la plus complète. Alors ça c'est super. Attends, techniquement. C'est pas ce jour-là. Mais oui, mais si personne ne le sait, voilà. C'est arrivé 3 mois plus tard, le jour J. Bon, on sortait de quelque chose d'éprouvant, donc on s'est dit, on va reconstituer les bastions de clients, d'équipes. Ça va prendre un peu de temps, on va se donner l'année 2020. Boum, le Covid. Alors là, le Covid, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le bon moment parce qu'on allait se relever et ça tombe. J'avais pas vu que le Covid allait nous aider. J'avais cru que ça allait nous embêter parce qu'en fait, c'était une nouvelle période qu'on n'avait jamais connue. Moi, je suis jeune, j'ai pas eu beaucoup de crises dans mon expérience d'entrepreneur. T'avais pas fait 2008. J'avais pas fait 2008, par exemple, voilà. Donc, 2020, le Covid, shutdown, et on prend un peu peur. Je dis à un de mes collaborateurs, Jonathan, peut-être qu'il écoutera, je lui dis, il faut que tu fasses un webinar. C'était pas la mode des webinars à l'époque. Nous, on était un petit peu dedans parce qu'on était en ligne, mais c'était le début. Et tu vas expliquer comment on fait la comptabilité en ligne et puis que ça change rien pour nos clients. Donc, on l'envoie dans la newsletter à nos clients. On se dit, bon, on aura une centaine de clients qui vont s'inscrire peut-être et on fera le webinaire, on leur expliquera. S'il y a 2-3 prospects qui se connectent, tant mieux, ça nous fera des clients en plus. Je le mets sur le site internet, puis c'était 3 jours plus tard, le webinaire. J'avais tellement de sujets à régler entre le 100% télétravail qu'il fallait organiser, etc., que j'avais pas trop suivi cette histoire de webinaire. Le matin du webinaire, je sais plus à quelle heure il était, le webinaire, mais il devait être à 10h. On se connecte à 9h avec Jonathan. Et là, je vois 2500 personnes inscrites. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui a dû faire un prompt ou quelque chose qui a tourné, ou il y a eu un virus qui nous a parasité. On regarde, aucune adresse mail, pareil, que des vraies adresses mail et tout. Alors j'attends, il me dit, je vais pas faire le webinaire parce qu'il y a trop de monde, je peux pas. Merde. Il me dit, il y a un stade en face de moi. Je lui dis, écoute, on va aller chercher des collègues et tout, on va tous se mettre pour faire modérateur dans le chat et tout. Mais si tu le fais, t'es le meilleur pour faire le webinaire, tu le fais. Je le convainc, il le fait. Et là, j'ai jamais vu un webinaire pareil. Alors, il l'a très bien fait, mais il était bon, donc il a pas failli. Ça s'est bien passé, et puis ça a fusé. J'avais jamais vu ça, les questions dans le chat, on pouvait même pas répondre. Et à la fin du webinaire, qui devait durer, je sais plus, 45 minutes, qui avait duré 4 heures, donc on a terminé à 14 heures. À la fin du webinaire, je crois qu'on ferme le webinaire, et là, je comprends qu'en fait, c'est le début du tsunami de la comptabilité en ligne. Et que la boîte, elle va avoir une croissance phénoménale. On avait le meilleur logiciel, on avait une demande de folie. J'avais mes équipes qui étaient surmotivées. On avait tout pour réussir. Et ça a été le cas. Les 4 années suivantes, on a eu une accélération phénoménale. On est passé de 50 à 250 personnes. C'est ce que j'allais te demander, quelques ratios comme ça. Donc là, 50, 200 personnes alors peut-être chiffre d'affaires, parce que MRR, c'est un peu différent. On faisait quelques millions de chiffre d'affaires, on est passé à plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. On était rentable un peu, on est devenu super rentable. On faisait des petits séminaires au bout de la rue, on a fait les séminaires dans toute l'Europe et plus loin. C'est devenu une entreprise vraiment en hyper croissance pendant 4 ans, et là elle continue, mais sans moi. Et mes équipes donc que j'avais associées sont tous devenus des directeurs de pôle. Alors du coup, vas-y, moi, Ségolène. ce qui m'intéresse, c'est de se dire, là, t'as Clémentine qui explose. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tu as décidé,
finalement de vendre plutôt que t'adosser à un partenaire financier et toi continuer à accompagner la croissance de Clémentine qui a encore un long chemin à parcourir. Moi, j'ai pas du tout décidé de vendre. Moi, je voulais pas vendre. Ça va arriver après ça. C'était en fait. Alors, je voulais pas vendre, mais j'ai un concurrent qui a voulu me racheter, qui est venu me voir. Il m'a dit on a des passions en commun. Il est rentré par la petite porte et il m'a dit on vient de lever plus de 50 millions d'euros. Si tu veux, on te rachète. Alors je lui ai dit écoute, déjà je suis pas à vendre. 2, c'est pas la compétition, mais je suis un peu plus gros que toi, donc c'est plutôt dans l'autre sens. On est rentré dans un mauvais discours. Et troisièmement, t'as pas assez d'argent en fait avec la levée de fonds. et là, il m'a dit alors dans ce cas, tu vas mourir parce que nous, avec tout le cash qu'on a levé, tu pourras pas survivre. Et donc je suis rentré voir mes associés, je leur ai expliqué cette histoire-là qui m'avait un petit peu étonné, surpris. Et ils m'ont dit, alors, essaye de contacter une banque d'affaires pour voir ce que vaut l'entreprise. C'est comme ça qu'on est rentré, en fait, en début de session, puisqu'on a signé un mandat avec une banque d'affaires et on leur a dit de voir ce que ça valait. Et en fait, on a eu tout de suite beaucoup d'offres. On en a retenu plusieurs. Puis en décembre 2023, on en a signé 3 lettres d'intention. Dont certaines offres où tu restais aux manettes de l'entreprise. Ouais, il y en avait une des 3 où je restais. Et c'était celle, en fait, de base que je préférais. Effectivement, ils rachetaient uniquement les parts de tous mes associés parce qu'ils voulaient tous... ils étaient tous OK de vendre. Surtout Maximien et mon père qui, eux, étaient ouverts donc, sur ce point. J'espère que s'ils écoutent, ils ne seront pas gênés que je le dise. Mais... on avait donc pas du tout envie de vendre, moi j'avais pas du tout envie de vendre, mais eux oui, voilà. Donc on est parti là-dessus et j'avais retenu. D'ailleurs pendant les 3 premiers mois, premier trimestre 2024, j'étais dans l'esprit de ne vendre que le bout qui leur appartenait. Et l'offre dans ce fonds d'investissement, c'était intéressant, j'avais trouvé parce que je continue à diriger, les mains libres. Ma stratégie que je leur avais expliquée, ils étaient d'accord de la poursuivre. Tout m'allait. Mais en fait, c'est pas avec eux qu'on a fait. Et alors justement, là, tu t'as fait long story short. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. À un moment, vous décidez, en tout cas, de voir ce que vous valez. Et ça coûte pas grand-chose. C'est intéressant, même pour soi, pour les équipes, pour les associés. Vous allez voir un certain nombre d'acteurs. Déjà, vous allez en retenir certes que 3, mais je serais curieux de savoir quelles étaient les typologies d'acteurs et c'est pas toujours les mêmes, pas les mêmes métiers, pas les mêmes raisons potentiellement de vous intégrer ou de vous racheter. Donc je veux bien que tu nous dresses, c'était pas obligé de nommer les boîtes, mais globalement, qui sont les repreneurs possibles et qu'on comprenne aussi un peu les intentions des uns des autres, les stratégies... C'était pas clair pour moi-même au début, donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. On sait jamais, en tant qu'entrepreneur, à qui on peut... combien vaut l'entreprise. C'est important de le savoir, en fait, parce que en fonction de l'effort qu'on y met, des investissements qu'on y porte, il faut aussi savoir la valeur en face. Il faut être rationnel, c'est pas abstrait comme sujet. Et on ne sait pas non plus qui est susceptible d'acheter. En fonction des tailles d'entreprise, c'est pas la même chose. Mais au début de l'aventure Clémentine, je pense que les acheteurs potentiels n'étaient pas du tout les mêmes qu'au moment où j'ai vendu. Au début, les potentiels acheteurs, ça aurait été des confrères experts comptables, cabinets bien installés, un grand groupe par exemple qui aurait fait 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il aurait pu envisager de racheter Clémentine pour avoir une brique techno à côté de la brique conseil. Voilà, exactement, et la solution en ligne digitale. D'ailleurs, on a eu des discussions avec certains, même il y a des années. Parce que à l'époque, je pensais que c'était des gens sérieux et je voyais, enfin, ils sont sans doute, mais je pensais qu'ils étaient, on pouvait se rapprocher d'eux. Et on a eu des propositions. Mais plus l'entreprise grandit, plus elle est visible, plus elle est, on va dire, d'une certaine taille, plus elle intéresse d'autres types d'acteurs.
Avant d'y aller, et merci de pas oublier de répondre à la question, mais c'est aussi le fait d'avoir dit non à ces acteurs au fil du temps qui t'a forgé la conviction que non, il y avait un marché, que tu avais envie de le prendre, et que non, tu ne vendrais pas. Moi, je crois que la clé, c'est de vraiment, sincèrement, ne pas vouloir vendre son entreprise. Si on part dans l'esprit de la vente... En tout cas, tu négocies mieux quand t'as pas envie de la vendre, j'imagine. Ah bah alors là, ils me l'ont dit aussi, le dîner du closing, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui était aussi ferme dans les affaires. J'aurais dit, c'est facile, c'est pas que je suis ferme, c'est que je voulais pas la vendre. Donc, c'était facile de dire non. Mais ouais, c'était une négociation très très difficile. Il y a qu'un seul, il y a qu'un seul point sur lequel on a dû céder, c'était l'accompagnement, parce qu'ils étaient aussi très fermes. Ils voulaient que je reste et moi je voulais pas. Et du coup, c'est Maximien qui a accepté lui de s'investir pour reprendre les commandes. Ça lui plaisait, ça tombe bien. Alors ça, on en parle après. C'est le deal, c'est le deal final. Mais du coup, donc tu dressais un peu le panorama. Tu disais là, on a atteint une taille où on intéressait d'autres types d'acteurs. Exactement. En fait, à un moment donné, les fonds d'investissement rentrent dans la danse. Les fonds d'investissement, ils peuvent être intéressés par des boîtes qui burnent mais qui ont une énorme croissance. Donc, ça dépend des fonds. Il y en a d'autres qui veulent des boîtes rentables. Mais les fonds d'investissement, généralement, ils veulent qu'il y ait un très gros potentiel. Ouais. Donc, ils ont soit la vision de la croissance de la boîte qui peut être exponentielle, soit une entreprise qui est très rentable. Et donc, du coup, ils peuvent consolider, builder avec d'autres choses. C'était le cas là de Google. On a eu donc cette chance de rentrer dans cette seconde catégorie parce que, pourquoi chance? Parce que les multiples d'EBITDA sont pas les mêmes sur des plus grosses entreprises que sur des petites. Et ça, je l'ai un peu découvert aussi parce que on le sait sans le savoir, mais c'est une réalité. Et il n'y a pas tant d'entreprises d'une certaine taille sur une verticale. Quand un fonds il s'intéresse à une verticale, et c'est limité sur un marché. En France, tu as 10-15 boîtes. Et puis sur les 10-15 qui dépassent telle taille, qui font de l'EBITDA, qui sont à l'endroit où ils veulent, au moment où ils le veulent, il en reste 4. Et sur les 4, il y en a déjà 3 qui ont levé 100 millions. Il en reste qu'une. Donc c'est difficile pour les fonds. Ils sont prêts à payer très cher. Il y a un surprix du fait de ces éléments-là. Et nous, on était pile dans cette case. Alors, est-ce que les planètes se sont alignées? Peut-être. Peut-être. C'est vrai. Est-ce que c'est tout le travail qu'on a porté qui est en fait arrivé tout simplement à un moment donné, au bon moment? Ouais, bon. Sûrement. C'est sûrement ça aussi. C'est les deux en même temps. Je crois quand même, moi, que le long terme permet toujours à un moment donné de prendre le bon virage. À un moment donné, on est au bon endroit et au bon moment. En fait, c'est ça. Et si ça s'était pas fait en 2024, ça se serait peut-être fait alors que c'était toujours jamais dans mon esprit. En 2028, en 2045, je sais pas, mais il y a des moments et des opportunités. Je dis tout le temps à mes amis, que ce soit dans le business ou dans la vie perso, les plats, ils passent pas une fois, ils passent tous les jours. Mais c'est pas le même plat. Donc, un jour, c'est les spaghettis bolognaises, et après, c'est la milanaise. Mais il faudra juste en prendre un jour. Donc, d'opportunités, il y en a tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Il faut choisir son opportunité. Et il faut bien sûr ouvrir la porte et faire le premier pas, comme on dit, pour faire le tour du monde. Tout à l'heure, et j'espère que tu m'en veux pas, Ségolène, mais j'ai arrêté tout de suite le sujet de l'annonce aux collaborateurs. Tu as parlé aussi de la loi Hamon, et puis il y avait l'annonce et les échanges avec les associés. Donc là, tu vois, dans ce séquençage, est-ce que tu attends déjà d'être avec les 3 finaux? Est-ce que tu attends d'être, je sais plus quel est le temps laissé avec la loi Hamon, mais je veux bien que tu nous racontes ce passage-là, et notamment un peu, en plus tu le fais bien, mais nous raconter c'est un peu cinématographique quand tu racontes les histoires, mais on arrive à se projeter, à se mettre à ta place. Okay. Et donc le discours et l'échange avec les associés d'une part, et le discours aux collaborateurs d'autre part. Alors, pas le même, désolé pour mes collaborateurs, mais il était quand même sincère des deux côtés, il n'était pas contradictoire, mais c'était pas le même, il n'était pas au même niveau d'information. Avec mes principaux associés, on était rempli de doutes. Pendant tout le process, jusqu'à la dernière minute. On était vraiment rempli de doutes parce que on voit les négociations de l'intérieur, et quand on voit les négociations, on a toujours plus de doutes parce que c'est pas clair comme de l'eau de roche, la manière dont ça va se faire. Et puis les points qui sont négociés sont souvent des points rugueux, donc où il y a des questionnements, on sait même pas l'issue finale.
Si on accepte A ou B, ça peut être B, même si on a choisi A qui est mieux pour nous. Donc finalement, les négociations augmentent l'incertitude. Donc nous trois, on était plutôt, c'était lundi, Maximilien qui était très vendeur. Mardi, mon père, plus Maximilien, et mercredi, moi qui les rassure, ou l'inverse. Donc, c'était ça, nous, nos échanges. Et avec les salariés, ça a été un jour. J'ai dû leur annoncer. Donc, tu les fais tous venir en sachant que t'en as qui sont... Le plus grand bureau, on avait une très grande salle. T'en as qui sont à distance? Ouais, il y avait aussi visio, donc il y avait un grand écran avec beaucoup de têtes qui sont affichées. J'avais aussi beaucoup de monde en face de moi, 100, 150. Et pour moi, il a fallu le faire avec tu vois, de la joie et du positif, ce qui n'était pas mon esprit. Parce que si je leur avais dit, les gars, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de vendre, et en plus, ça va mal se passer peut-être, et on sait pas quand on vend, avec qui on vend et tout, ça aurait pas été très très constructif. Donc, j'ai été très positif dans mon discours. Je leur ai dit que je pensais, et c'est vrai, qu'on avait choisi quand même le meilleur acteur, parce que parmi toutes les offres, finalement, t'as attendu d'être sûr de partir avec Google. Ouais. Eux, c'était quand même la meilleure voie, parce que je pense les fonds, eux, ils avaient un retour sur investissement obligatoire à moyen terme, peut-être pas court, mais moyen terme, qui était forcément moins aligné toujours qu'avec un industriel qui a un projet long. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, mais pour un collaborateur, ça rassure. Et donc ça, c'était ce que j'ai pu transmettre comme message. Et le deuxième message positif que j'ai donné, et qui était aussi vrai, c'est que c'était le nouveau président, PDG, c'était Maximilien, et c'était pas un inconnu. Ça fait 10 ans qu'il était à mes côtés, 10 ans qu'il décidait tout avec moi, mon premier conseil, et les décisions, j'en ai jamais pris une sans qu'il soit informé, même si j'arbitrais, mais on était très souvent alignés, c'était la continuité, voilà. Donc, mais il y a eu beaucoup de doutes, parce que on a eu la bonne idée d'organiser un afterwork le soir même. Et là, du coup, et moi, à l'afterwork, qui suis très proche de mes équipes, en tout cas de certaines, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais il y avait des équipes dont j'étais très proche, qui te demandent, qui me posent des questions en off, et c'est plus compliqué à répondre. Voilà. Mais elles ont été charmantes, ces équipes, elles m'ont quand même soutenu. C'était à moi de les soutenir, mais c'est elles qui m'ont soutenu. Et elles m'ont dit qu'elles étaient quand même contentes pour cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre, qu'elles étaient remplies de doutes maintenant, elles aussi, mais que c'était bien pour Maximilien qui prenait la direction. C'était bien pour mon père qui pouvait donc prendre sa retraite, et puis que moi j'avais sans doute plein d'autres projets. Donc je suis pas trop rentré dans les détails. On a fait une bonne soirée le soir-là, c'est bien passé. Et je crois que les équipes étaient en confiance, parce que j'ai jamais trahi mes équipes. Dans les 10-11 dernières années, elles savaient que ce que je leur disais était la réalité. C'est la relation de confiance que j'ai construite avec elles. Si on revient juste sur ce petit mot que tu as glissé rapidement, enfin il y a deux trucs, mais vu le timing, j'accélère un peu, mais tu as évoqué des clauses un peu rudes parfois à négocier. C'est pas toujours les mêmes, donc je veux bien que tu nous partages des clauses justement sur lesquelles c'était no-go pour toi ou no-go côté repreneur potentiel, où chacun essaie de se battre et en fait tout le monde a raison pour lui-même. Mais faut que je m'en souvienne, parce que c'était tellement d'échanges, et puis en même temps il y avait différents acteurs, on a négocié, mais parce qu'il y avait donc jusqu'à la fin, un mois avant le closing, on était avec deux entreprises en face. Il n'y avait pas qu'une seule qui négociait, donc je négociais des clauses différentes. Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué ? Déjà, le prix. Parce que en fait, avant d'avoir des enchères, on était plutôt dans un prix final qui ne pouvait pas être renégocié par ailleurs. Parce que, tu sais, quand tu vends en fait, c'est pas le prix que tu touches forcément. Oui. Parce que tu as garantie d'actifs passifs potentiellement. Ouais. Des dettes parfois remboursées. Alors, parfois des dettes. Nous, il n'y en avait pas. Mais séquestres. Tu avais des séquestres qui peuvent être ou pas liés à la garantie d'actifs passifs. Remboursement des emprunts. Enfin, en tout cas, le montant payé et le jour J et le montant négocié peut différer de manière très importante. Ça peut être du simple au double.
Donc, nous, c'était un point de négociation important parce qu'il était hors de question de toucher l'argent en 3 ans, par exemple. Le solde du prix peut être payé en 3 fois. Eux, ils essayaient de négocier ça. D'autant plus si t'as plus trop la main dans la direction et dans les... Non, puis d'autant plus que finalement, on connaît pas la politique de ces entreprises, même si on se renseigne, on appelle tous les avocats de la place, ceux qui ont travaillé avec eux et tout. Mais bon, c'est difficile de savoir exactement comment ça va se passer. Quand tu as des très grosses sommes en jeu, alors on peut relativiser tout et se dire que c'est que de l'argent, mais ça te revient et t'as pas l'intention de vendre ton entreprise ou ta maison pour la moitié de ce que tu avais. Il y a une pièce qui n'a pas été payée. Ouais. Donc pour nous, c'était un point de négociation. Et j'ai eu vraiment... C'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est vrai, j'ai vraiment été très dur sur mes positions. C'était innégociable, ces points-là. Je te parle de ce point-là, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et quand j'ai fléchi, une fois, parce que c'est quand même arrivé, je me souviens, c'était à Pâques 2024, et j'ai accepté quelque chose. C'était par rapport justement au paiement du prix en plusieurs fois. Et je me souviens que Maximien et mon père, eux, là, ils ont été durs. Et ils ont dit ça, c'est un deal breaker. Un deal breaker. Et c'est tout ou rien. Et je les avais appelés, j'aurais dit, mais vous êtes sûr? Parce qu'ils vont pas accepter. Ils m'ont dit, mais non, mais c'est fou. Parce que j'avais accepté, je crois, 80% du prix et 20%. À 1 an, 2 ans. Voilà, 1 an, 2 ans. Mais qui était même pas conditionné à. Non, c'était pas conditionné, c'était un paiement en deux, 3 fois. Mais il m'a dit, mais t'es fou. Sur ce point-là, ils étaient plus durs que moi. Et finalement, j'aurais dit, vous avez raison. Puis de toute façon, s'ils n'acceptent pas, ils iront voir les Gaulois ailleurs. Et puis il y a le fait de rester, qui est pas un petit sujet. Raison. Alors, dans certaines conditions, j'acceptais de rester, mais dans d'autres, j'acceptais pas. Si 100% de la boîte était vendue, c'était pour moi hors de question en tant qu'entrepreneur de rester, puisque je voulais, enfin en tout cas, je pensais à créer autre chose. J'allais pas rester dans cette entreprise si je pouvais pas recréer, puisque moi, je suis le créateur de cette entreprise. J'aime être le capitaine et décider de la direction. Si je peux plus décider, ça m'intéresse plus. J'irai plus en courant au bureau. T'avais pas juste envie de souffler dans les voiles? Non, je sais pas. On m'a beaucoup dit prends du temps pour toi, mais j'ai pas. Peut-être que j'en prends un petit peu plus, je sais pas. Mais on va en parler après. Mais en fait, non, on a eu beaucoup de questions sur ces points. Mais on a été ferme et on a été complémentaires. Quand on a voulu baisser la garde, on l'a pas baissé. Et je le répète, c'est vraiment important, je pense, de partir dans un esprit de long terme, parce qu'en fait, si un deal se fait pas, au moins on continue l'aventure. On sait qu'on n'est pas là pour faire un aller-retour. Et d'ailleurs, dans les autres affaires que j'ai faites, c'est souvent une bonne affaire quand le vendeur il est pressé. Même s'il le dit pas, ça se devine facilement dans la négociation. Et il faut avoir le temps long quand on peut se le permettre. Moi, je suis jeune et je peux me le permettre. Un autre sujet intéressant, c'est comment tu restes aligné à 3 quand tout le monde n'a pas le même horizon. T'en as un qui veut partir à la retraite, l'autre qui a peut-être envie de se dérisquer plus qu'un autre. Et si tu commences chacun à tirer dans des sens différents, ça peut être très néfaste aussi. Ouais, alors là, on monte ou on descend d'un cran dans la profondeur de réflexion. Je pense que ce qui permet d'être aligné avec ses associés, c'est le système de valeurs et aussi un petit peu l'espoir ou l'espérance de ce que tu veux renvoyer. Peut-être que c'est pas suffisamment clair ce que je dis, mais de ce que tu veux renvoyer au monde. Et nous, on avait la même espérance, c'était de construire une entreprise from scratch, sans levée de fonds, rentable, sans devoir rien à personne. Parce qu'il faut pas oublier que moi, je viens donc des Vosges, et dans les Vosges, il n'y a pas de start-up étincelante. En tout cas, il y a des start-up, mais pas des grosses levées de fonds. On ne voit pas dans la presse tous les matins des start-up qui lèvent des fonds. On en voit très rarement, voire jamais. Il y a peu d'entreprises dans la tech. Ça avec change, des fortes croissances. Et j'espère que ça change. Mais en tout cas, nous, en Lorraine, on en a vu quelques-unes, c'est vrai, mais parfois, elles vivent pas longtemps.
Et pour nous, c'était un challenge. J'avais aussi envie de faire quelque chose avec mon père. C'est vrai que ça compte. Et Maximilien a eu aussi envie de me rejoindre dans cette aventure. Franchement, c'est difficile à expliquer. Tu vois, à ton micro, j'essaye, mais c'est difficile parce que parfois, même au sein de l'aventure, tu comprends pas pourquoi est-ce que tu gagnes. Tu sais, le PSG, il a gagné là sans Mbappé. C'est quand même un truc de dingue. Moi, je suis pas un fan de foot, mais quand tu regardes l'histoire, et il était un des meilleurs joueurs du monde, ou il est toujours, j'en sais rien, hein, mais il gagne sans lui. Et pourquoi ? En fait, peut-être qu'il y a un alignement qui n'était pas possible avec lui et qui a été possible sans lui. C'est ce que disent les fans. Donc nous, on avait cet alignement-là à 3 qui fonctionnait bien. Oh, ça m'aurait presque fait une super transition avec la dernière musique, mais on avance très rapidement sur l'après. Alors normalement, là, c'est la phase où avec Ségolène, on vient de chercher sur t'es encore dans la boîte, mais c'est plus la tienne. Toi, ça n'a pas été ton cas. T'as fait un micro accompagnement. On en parle juste après ça. Ouais. Creedence, Clearwater Revival, Feeling Blue. Une belle ambiance, hein. C'est assez zen là, la transition. Donc cette phase de transition, la vie en rose ou en bleu, je sais pas, mais en tout cas la vie en Vosges, on dit comme ça dans les Vosges. Ouais, j'aime bien. Tu vas faire un accompagnement relativement limité. Ouais, c'est ça. Pas contraint en fait. Si, contrat quand même. Non, pas contraint. Ah, pas contraint. Un peu. Pas contraint. Non, très libre. J'ai été plutôt étonné. J'ai eu envie d'accompagner quand même l'entreprise puisque c'était un petit engagement que j'avais pris, mais très peu de demandes finalement du management et des Italiens. Donc aujourd'hui, voilà. Attends, là, ça blesse pas l'ego de te dire putain, pardon pour le gros mot. Pendant des années, j'étais aux manettes, on comptait sur moi, etc. Et maintenant, tout le monde s'en fout. C'est fou. Du jour au lendemain, non mais je comprends les entrepreneurs, j'en avais rencontré avant moi, je les comprenais pas, mais qui vendent ou qui arrêtent leur activité, qui du jour au lendemain, un petit côté déprime. C'est un petit, une claque parce que ils sont plus personne dans leur entreprise en fait, puisqu'ils sont plus exécutifs, donc les équipes ne se tournent plus vers elles. Ça veut pas dire que c'est pas une trahison, mais c'est un choc parce que tu n'as plus de décision à prendre et de fait, les gens vont pas vers toi pour prendre les décisions dont ils ont besoin en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai peu menée. Parce que j'ai vite quand même t'as vite switché hein. Aussi. Et switché et aussi j'ai été débordé par d'autres sujets ensuite à mener, mais c'est un autre rythme, tu changes. Encore une fois, j'ai cette chance d'avoir créé tôt, moi à 23 ans j'ai créé Clémentine, donc quand tu arrives à 35 ans avec une belle boîte comme ça et que tu peux rebondir et tu as encore de l'énergie pour déployer d'autres entreprises, et peut-être que tu le vis mieux que quand tu as 65 et que en fait tu vas pas créer une entreprise parce que tu as fait ta vie en grande partie et que tu comptes moins tout de suite. Je sais pas si c'est lié à l'âge, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu vis le fait d'avoir créé quelque chose, de le laisser de côté et d'avoir un rôle de fait, mais on l'a choisi quand on vend. Mais c'est pas parce que tu choisis quelque chose et que tu le conscientises qu'une fois que tu es confronté à la réalité dans le détail, ça te fait pas un petit truc. C'est 6 mois. C'est ça, hein, 6 mois? Non, tu vas faire combien de temps Non, j'ai fait un peu plus. Je termine là mon accompagnement, mais c'est un accompagnement assez léger parce que Maximilien pilote très bien l'entreprise, donc il n'avait pas besoin de moi. Ségolène. Alors, sans mauvais jeu de mots, mais est-ce que tu as eu la peur de la feuille blanche, c'est-à-dire tu n'étais plus dans ta boîte, et là tu te dis,
qu'est-ce que je vais faire maintenant du reste de ma vie? Quels sont mes projets? Où est-ce que j'en suis? Tu t'étais investi à 300% pendant de nombreuses années et du jour au lendemain, bon, tu te retrouves avec un capital qui te permet d'aller faire plein de choses. Mais en même temps, est-ce que tu avais déjà tes projets en tête puisque tu avais été la tête dans le guidon pour gérer ce process? Ouais. J'ai pas eu le syndrome de la feuille blanche. En revanche, j'étais à 300% et quand tu bosses à 300%, t'as pas le temps de réfléchir à autre chose comme investissement ou comme dépense que celle de ta boîte. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire des dépenses et des investissements dans d'autres sujets. Donc, les placements, par exemple. Et ça prend un temps de dingue. Donc, en fait, j'ai eu une bande passante qui était sur un rythme de croisière. Ma bande passante de travail et de traitement de sujets journaliers était sur un rythme. Mais après la session, j'ai eu une bande passante qui a saturé complètement. D'ailleurs, je te l'avais dit, Ségolène, il y a quelques mois. Et pourquoi elle a saturé? Parce que j'ai eu à la fois à traiter donc les sujets finalement de redéploiement, parce que on garde pas l'argent sur un compte, on les redéploie, on les investit intelligemment. Tu vas rigoler, mais certains le gardent sur le compte courant. Ah ouais, bon bah pas longtemps, mais ça. Enfin quoi que, il y en a un ou deux, ouais. En tout cas, trop longtemps, hein, de temps en temps. Ouais, oui. Bah c'est peut-être parce que c'est peut-être par économie de. Non, mais c'est un temps de dingue. Ouais, un temps de dingue de réfléchir parce que tu passes d'entrepreneur à presque financier, tu vois. Comprendre les sujets financiers, c'est pas du tout ce que je faisais, moi. C'est un autre métier. Dans mon métier, tous les jours, nous, on faisait des réunions sur les RH, sur le marketing, sur la tech. On faisait la finance, mais c'était notre bilan, donc on suivait nos KPI. On n'était pas dans l'esprit de réfléchir à comment on allait placer 1 million d'euros sur un compte pour qu'il nous rapporte 8% sans trop de risques, etc. Donc, il a fallu que j'apprenne un peu ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, tout en pilotant des sujets juridiques et fiscaux, parce que j'ai beaucoup de sociétés encore que j'ai dû un peu réorganiser, tout en discutant avec beaucoup de banques d'affaires pour me conseiller, tout en recréant une équipe. Et je passe les volets immobiliers, etc., parce qu'on avait aussi beaucoup de sujets immobiliers avec Clémentine qu'il a fallu un peu structurer. On va parler de la nouvelle vie qui vient. Juste avant ça, sur cette phase que du coup t'as pas vécu dedans à fond de ce que je comprends, mais la phase d'intégration c'est toujours aussi un sujet entre des synergies que t'envisages avec un repreneur, etc., des équipes qui doivent s'intégrer dans un projet qui est un peu différent, en tout cas qui est plus complètement mené. Donc déjà comment avec la position que t'avais, tu peux partager les difficultés, et c'en est toujours, hein, il n'y a pas de bon, mauvais, c'est toujours difficile de merger bien et d'assurer des synergies. Je suis d'accord. Et la dernière chose, c'est le jour où tu as quitté pour la dernière fois, et que tu as fermé la porte de Clémentine, que tu vas laisser tout ça derrière toi. Comment tu le vis? La chance que j'ai, c'est que le dirigeant, le nouveau patron de cette entreprise que j'ai créée, c'est mon meilleur ami. Donc je pense que je serai toujours invité pour les after-work. Mais c'est vrai que le jour où j'ai rendu le badge, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais tu te demandes vraiment j'aurais comment pas dû écouter ma mère. Ouais, tu te demandes comment t'en es arrivé là, parce que ouais, j'ai pas me plaindre et quoi que ce soit, c'est pas du tout mon idée, mais ouais, on n'est pas préparé. Et j'étais pas préparé, peut-être d'autres entrepreneurs l'étaient. J'étais dans un esprit de construire et on arrête la construction. Voilà. Et donc tu passes à un autre chantier et la construction, t'as l'impression qu'elle est pas finie. Voilà. Donc ça laisse un peu comme ça sur sa fin. Et sur le rapprochement des équipes, etc. Encore une fois, chaque histoire est un peu différente, mais quelles sont les leçons que toi t'en tires sur ce qui fait que ça match et qu'il y a des sujets de difficulté inhérents à tout rapprochement, tout rachat, etc. Ce qui match avec les équipes? Ah ouais, et puis avec le repreneur, avec... Les repreneurs, ils avaient beaucoup d'expérience dans la reprise d'entreprise. Et ils ont été très prudents. On casse pas le joujou. Voilà.
Contrairement à certains autres. D'autres opérations que j'ai vues, ce qui forcément. Donc ça veut dire, en tant attends, qu'entrepreneur- on explique, pardon William, mais pas casser le joujou, là, appliqué à vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les équipes gardent leur périmètre décisionnel, les locaux, les choix des recrutements, des outils, tout globalement reste identique. Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, ils changent rien les premiers mois, ils regardent. Observation. Et puis, autre remarque, totale confiance au nouveau patron, qui était quand même, et c'est vrai qu'ils ont bien fait, au cœur du réacteur depuis 10 ans. Et donc, ça aurait été une très grosse erreur de lui dire quoi faire, je pense. Mais C'est-à-dire au mettre fur et à quelqu'un mesure- qui arrive, qu'on fait venir d'extérieur à la tête parce que c'est une star, etc., ça aurait pu faire vriller la machine. Peut-être qu'un jour, ça sera une bonne idée, parce que il faut du renouveau parfois, et pourquoi pas. Même si Maximien, je pense qu'il est très bien pour durer, mais tout envisageable. Mais en tout cas, au moment où on fait partir le leader de la boîte, il faut pas faire partir toute son équipe, parce que sinon, comment on connaît l'entreprise? D'ailleurs, on l'a vu chez Twitter, ça a été un moment difficile, je crois. Alors après, on verra comment ça se termine, mais à un moment donné, il me semble que quand il y en a un qui est arrivé et qu'il a viré tout le monde, ça a été compliqué. Je crois que là, ils ont eu de l'intelligence chez Team System. Ils ont gardé tout le management et ils ont dit à Maximilien, c'est toi qui prends les décisions. S'il faut augmenter, en plus c'était le mois, parce que en juillet, nous on augmente les collaborateurs. Depuis 10 ans, c'est toujours en juillet. Sauf qu'on avait gelé, non, tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qui était un point de négociation, on avait gelé les augmentations. Il se trouve que la RH, qui elle n'avait pas gelé les augmentations, elle avait un tableau, j'ai le chiffre en tête, mais qu'importe, il y avait plusieurs dizaines de salariés qui devaient être augmentés, et je peux te dire qu'une augmentation, quand elle est méritée et qu'elle est attendue, difficile de ne pas la donner Ou de la ne pas décaler, de la décaler. Donc, les Italiens, c'était pas un truc sur lequel ils étaient très ouverts au début, parce qu'ils ont dit, mais nous, on achète une entreprise, on va déjà prendre un an avant d'augmenter les gens, on va regarder. On leur a dit, non, vous n'avez pas compris, c'est une entreprise, elle a vécu, elle vit encore et elle va encore vivre. Donc, vous devez prendre son historique. L'historique, c'est juillet, il faut augmenter. Et Maximien a su les convaincre tout de suite en juillet pour maintenir la plupart de ce qui a été prévu. Quand je dis la plupart, c'est parce qu'il y en a qui en cours de route, on demandait encore, et ceux-là, ils sont passés en septembre, parce que le mois d'août, c'était trop tard pour le faire. Mais effectivement, tout est encore une fois et toujours une relation de confiance. Je crois qu'en ça. Et c'est difficile de réussir à l'instaurer, parce qu'on a nos propres doutes sur soi-même. Alors, faire confiance aux autres, c'est un gage de courage. C'est vrai. En tout cas, ça peut être un travail, ouais. Ça dépend à quel échelon on situe la confiance. Si tu me fais confiance, on avance. Allez, je te fais confiance Avec pour cette The Marias, session. No One Noticed. Je suis pas sûr de la connaître. Pour nous parler de la suite, là. Tu la connais ou pas alors? Non, j'adore. C'est apaisant. C'est là? C'est apaisant. J'ai compris, c'est la prison. Oui, moi aussi, je trouvais ça bizarre dans le C'est pas contexte, là. l'ambiance. C'est apaisant. Ah ouais. Ce n'est pas l'apaisant. Ah, ça flotte, là. On peut laisser tourner. Il y a, j'ai l'impression, 2 écoles d'entrepreneurs qui vendent leur boîte et quand on parle de l'après, mais il y a quand même un rapport au temps. Il y en a beaucoup qui vont très très vite repartir sur un projet, parce que là, il y a ce truc un peu, je pense, le besoin de combler le vide ou de pas rater le train d'après en marche. T'as raison. C'est aussi ça. Mais avec quand même beaucoup qui, 2, 3, 4 ans après, te disent « Bon, c'était super, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'aurais peut-être pu prendre quand même ce temps de poser, d'explorer encore un peu plus. » Toi, tu fais partie de ceux qu'on traçait. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je prendrais du temps? Puisque, premièrement, mes salariés, ils prennent pas. Pourquoi est-ce que moi, j'en prendrais? Moi, je continue, il n'y a pas de sujet. Et de toute façon, si j'avais pas vendu, j'aurais continué. Pourquoi je prendrais du temps? C'est pas parce que j'ai gagné un peu d'argent que je devrais me reposer.
Donc, premièrement, question de mon système de valeurs, c'est je vois pas pourquoi est-ce que j'ai plus de vertu, moi, dans mon travail que dans la coulée douce. Donc, bien sûr, j'aurais pu un peu, c'était parfait le timing, j'avais le mois d'août. J'ai pris mes vacances, je me suis bien amusé. Ça fait rire Ségolène. Mais j'ai tenu à continuer et j'ai rassuré mes équipes parce que j'ai d'autres entreprises en dehors de Clémentine et j'ai rassuré ces équipes dans ces autres entreprises-là que j'allais pas disparaître et qu'au contraire, elles allaient me voir un peu plus. Non, mais alors, effectivement, tu es là où tu as des responsabilités, mais sur la projection, quel nouveau projet, etc. Risque, si tu veux aller vite, c'est de prendre le premier truc. Et quand tu vends ta boîte, tout le monde te propose des choses. Ouais. Et tu peux pas répondre oui à tout, donc il faut choisir. Alors, c'est le deuxième. Premièrement, j'ai dit, mais il y a deuxièmement. Deuxièmement, j'ai quand même compris qu'on vivait une époque exceptionnelle. Hier soir, j'étais à un dîner d'entrepreneurs, un top entrepreneur dans l'intelligence artificielle, et je crois qu'on vit une période exceptionnelle pour créer des nouveaux produits qui utilisent les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Et donc, c'est un momentum. C'est aussi ça, je veux pas le rater. Faut pas le rater. Si on était en 2020, tu vois, sans le Covid, mais peut-être 4 ans avant, on n'était pas dans l'IA, peut-être j'aurais été moins vite. Mais là, je sens que c'est le moment. Et tu vas pas là. Je suis au bon moment. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le bon moment d'accélérer. Donc j'ai envie d'en être en fait. Ouais. Peut-être qu'on pourrait m'analyser psychologiquement. Je veux combler un vide. Peut-être que tu as raison. Je ne sais pas. Mais au fond de moi, non, je crois que c'est que j'ai envie de continuer. Je vois pas pourquoi je m'arrêterai. Et deuxièmement, il y a aucune raison valable qui me dit d'arrêter. Deuxièmement, parce que c'est le momentum avec l'intelligence artificielle. Et troisièmement, moi, je suis entrepreneur, donc ça changera pas. Je vais pas faire autre chose que entreprendre. Et j'ai plein d'idées. Est-ce que tu abordes un peu différemment du coup la création de ton nouveau projet? Ton premier projet, tu t'étais associé tout de suite avec ton père, avec Maximilien. Est-ce que là, tu te lances tout seul? Est-ce que là aussi, tu as décidé de t'associer déjà dès le départ? Alors, l'entreprise que j'ai lancée s'appelle Tokamak, la nouvelle entreprise de cybersécurité. Et cette entreprise en intelligence artificielle, et cette entreprise, je l'avais créée avant de vendre. Mais elle était une coquille vide, il se passait rien dedans depuis 6 mois. Donc, je l'ai créée seule. Mais c'est vrai que j'ai cherché à associer un CTO, un développeur de haut vol, qui est un ami aussi. Pour l'instant, il n'a pas encore choisi de me rejoindre. Donc, pour l'instant, je suis encore seul, avec une équipe que j'ai constituée, une petite équipe là. Mais on va, j'espère, bientôt s'associer. Donc, j'ai pas changé de fusil d'épaule. Non, je continue la stratégie. Ça sera à long terme. Je vendrai jamais l'entreprise. C'est noté. Ça va tellement vite. Rendez-vous dans 5 ans, mon cher. Aujourd'hui, juin 2025, c'est noté. Pas sûr que je lève des fonds, mais bon, ne jamais dire jamais. Fontaine, je ne boirai pas de tournoi. C'est intéressant ça, parce que tu avais la coquille vide, donc c'était juste un nom et tu te disais je verrai bien ce que j'en fais, ou c'était déjà une coquille vide pour accueillir un projet cyber? C'était un projet pas de cyber, c'était un projet de portail internet que je voulais faire et qui j'ai détourné cette entreprise puisqu'elle existait pour pas en créer une nouvelle. J'ai détourné et j'ai fait la cyber dedans. On a changé le code 9. C'est pas mal parce que du coup la durée de détention départ, si t'es amené à revendre. Alors toi tu penses fiscal, t'as raison. Mais si on pense marketing, c'est moins bien parce qu'on dit la boîte elle est plus vieille, ça fait plus longtemps. Alors que j'aurais pu la créer en 2025 et dire tu vois on en est déjà là. S'il arrive, on est déjà là. T'as raison. Mais j'ai pensé les sujets les plus importants comme toi, juridique. Peut-être que cette boîte fonctionnera pas et puis que j'en créerai une autre en 2026. Et ça arrive. Alors là, tout le monde me l'a dit. On crée une belle boîte, c'est rare d'en créer 2 déjà. J'en me l'ai répété plusieurs fois. Et puis, c'est souvent pas la deuxième non plus. Eh ben écoute, je te recommande de découvrir Pascal Lorne si tu le connais pas déjà, qui a vendu une première boîte qui accompagnait à l'époque Facebook, Twitter, etc. Il était aux US, il a vendu je sais plus pour combien, mais une très très belle réussite. Il remonte un réseau social, il perd des millions par mois, il le plante, ça s'appelait Let, puis il va recréer, donc ça c'était la deuxième, il recrée une boîte qui s'appelle GoJob, que tu connais peut-être, qu'aujourd'hui au Next 40, qui est une très très belle entreprise. Donc, c'est ça la vie d'entrepreneur, c'est des hauts débats. Je vais juste m'arrêter sur Tokamak, c'est ça? Tokamak. Tokamak, ils ont marqué ça dans l'article des Échos quand j'ai lancé, mais c'est Tokamak. C'est à cause de Swile qui inverse les lettres. Voilà. Tokamak, comme un token, Tokamak.
Tokamak. Deux super hashtags, cyber, IA. Mais quand on mélange ces hashtags, il y a déjà une promesse là aujourd'hui où tu es en train de travailler en fait sur le produit et tu auras des annonces à faire bientôt. C'est exactement ça. On est en train de travailler sur le produit. On aura sans doute des annonces à faire à la fin de l'année. Parce que aujourd'hui, on est plutôt dans le service. On accompagne des entreprises pour essayer de comprendre leurs besoins et du coup leur fournir des services, typiquement un pen test ou une red team. Mais délivrer un logiciel, c'est pas possible en 4 mois, de ce niveau-là en tout cas. Nous, on a choisi de faire le temps long. Et donc, pour lancer le produit, il faut du temps. C'est presque 1 an de développement. Et en plus, il faut créer une équipe. Donc, ça prend un temps de dingue parce que il y a des erreurs parfois de casting. Et là, moi, je crois que le projet que je veux mener, c'est une ambition importante de niveau au moins européenne. Et donc, je me situe dans le temps. 10, 15, 20 ans, 30 ans. Pourquoi pas? Non, mais t'as raison. Nous, on aime le temps long. Hein. 40 ans. On aime le temps long dans nos médias. J'ai pas le timing exact parce qu'on a démarré un peu plus tard que d'habitude, mais là, on arrive malheureusement à la fin. On va suivre ça avec grand intérêt. Un immense merci d'avoir partagé. On en discutait avant, à quel point tout se partager. Vraiment, j'aurais fermé les yeux, je vivais la vie de William à sa place. Donc très très plaisant, j'imagine, à écouter. En tout cas, si vous êtes encore là après quasiment 2 heures, c'est que ça vous a plu aussi. 2 heures. Pas très loin, ouais. Je pense peut-être 1h30 parce qu'on a démarré un peu plus tard, mais c'est ça, 1h30, me dit Marie-Léonore à la prod. Donc en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Ségolène. C'est une première ensemble. Oui. Je vais te débaucher parce que c'est super tes questions. Si t'as un dernier message, William, à passer. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a compris que tu reviendrais pas là dans les 3 mois. Donc moi, je pense que c'est important de regarder les histoires des autres. Moi, j'ai lu et écouté et regardé énormément d'histoires d'entrepreneurs pour créer Clémentine. Et tout au long de l'aventure, et encore aujourd'hui, je regarde des histoires d'il y a 100 ans, d'entrepreneurs qui faisaient des entreprises il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans aussi, en arrière. C'est passionnant. Ceux qui construisaient, qui levaient pas des millions ni des armées, parfois des armées, c'est des entrepreneurs un peu plus tyrans. Mais il y a eu aussi des entrepreneurs qui pour les chemins de fer, comme les chemins de fer. Et je pensais aussi à ceux qui partaient avec plein de bateaux pour amener des Indes, des épices, des trésors, des épices, etc. Donc, il faut s'inspirer des autres, qu'ils réussissent, qu'ils réussissent pas, pour comprendre. Moi, c'est aussi un peu grâce à ça que je crois que j'ai réussi cette aventure, parce que j'ai regardé beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des histoires, mais chaque histoire est incroyable et qui inspire. Souvent, il y a des similitudes. Les histoires, il y a des hauts, des bas. C'est souvent les mêmes histoires. Mais il y a un conseil qui ne changera jamais dans les millénaires, à mon avis, que ce soit les Égyptiens pour construire les pyramides ou aujourd'hui les techs pour construire l'IA. Il faut la bonne équipe. Si t'as pas une bonne équipe, c'est clair que tu gagneras jamais la finale de la Ligue des Champions. Oh, cette transition, mais en tout cas, merci pour ce que tu viens de partager. Je pense que je vais faire la capsule et je vais pousser pour porter tous les médias feuilles blanches, Cash Out évidemment, mais 40 nuances de Next et planté. C'est des hauts, des bas. Donc merci à toi, mais comme aux centaines déjà passées, de livrer et les hauts. Ça fait plaisir, mais aussi les bas, ça sert. C'est vrai. On finit en mode champion. On finit en mode champion. Merci à tous les deux. On peut mettre la main sur le cœur. Moment émotion. Super équipe pour je sais même plus combien on en est, mais ce 102e, 3e de Cash Out. Bravo. Merci William. Merci à vous. Merci.